Bonjour à tous, donc je suis Philippe Tanguy, je suis le directeur d'études du master cybersécurité des systèmes embarqués et pendant 10-15 minutes je vais vous faire une petite présentation de notre master qui est un master de l'Université de Bretagne Sud et puis après je serai disponible pour répondre à vos questions jusqu'à 17h45 via le champ commentaire et je suis également disponible sur le stand jusqu'à 20h. Donc n'hésitez pas à poser des questions pendant et après la présentation. Donc le master cybersécurité des systèmes embarqués traite une problématique qui est la suivante. Vous devez sûrement voir qu'en ce moment, l'évolution du digital est assez grandissante. Vous avez peut-être tous un ordinateur, des smartphones à la maison. Vous utilisez tout un tas de services informatiques, qu'ils soient dans le cloud ou sur vos appareils, et toutes ces petites choses évoluent entre elles. Mais il y a aussi d'autres petits systèmes embarqués, objets dits connectés, Internet of Things, qui font leur apparition. En tout cas, c'est une volonté qu'il y a actuellement de connecter un petit peu tout et n'importe quoi. Les imprimantes, des lampes, vos smartphones avec la télé intelligente, ce genre de choses. Et tout ça, ça se traduit effectivement par une forte augmentation. Donc, si on regarde cette petite courbe, en 2010, vous voyez que la part des téléphones mobiles est très importante, et même plus importante que la part des ordinateurs portables, etc. Et si on regarde maintenant, actuellement, les projections montrent que ce qu'on appelle les objets connectés ont une part très grande des dispositifs électroniques et informatiques qu'on va retrouver un petit peu partout. Donc, quels peuvent être ces objets? Ça peut être des objets du type drone, ça peut être aussi tout ce que vous avez dans votre automobile via l'infotainment pour avoir le multimédia dans votre voiture, ou simplement tout ce qui est contrôle de tous les calculateurs qu'on va pouvoir retrouver dans une voiture. Ça peut être des dispositifs aussi au niveau de l'industrie de l'armement, comme des drones comme celui-ci, ou sur la droite en bas, des équipements qu'on va pouvoir mettre sur des ponts pour pouvoir monitorer l'activité et faire une surveillance de comment se comporte la structure du pont. Ou même des brosses à dents connectées, ou voire dans le médical, dans des dispositifs embarqués dans le corps humain. Tous ces petits dispositifs-là vont avoir de l'électronique et du logiciel, et c'est un peu l'objet de notre master cybersécurité des systèmes embarqués. Une fois qu'on a dit tout ça, on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la sécurité de ces systèmes? Comment aller penser? Comment on peut se protéger pour protéger des secrets, pour protéger aussi sa vie privée, etc. Et c'est tout l'objet de notre master cybersécurité qui est vraiment orienté système embarqué, donc électronique et informatique bas niveau. Donc pour nous, un système embarqué, c'est un petit système comme ça, ou voire un petit peu plus grand, tel qu'un téléphone mobile ou une caméra de sécurité connectée, dans lequel on va traiter différents éléments qui sont classiques à tout parcours au niveau master. Donc ce sont des systèmes hétérogènes qui traitent du logiciel et du matériel, et nos étudiants apprennent à gérer cette complexité, faire en sorte que ce qu'il y a dessus soit performant, éventuellement de basse consommation, low cost, connecté. Donc c'est, comme on l'a vu précédemment, c'est quelque chose qui a une forte tendance, et probablement beaucoup de choses seront connectées. Mais il y a dans de nombreuses formations, l'aspect sécurité n'est pas forcément abordé, puisque déjà tout ça c'est complexe à aborder. Et dans notre master, on essaye de former les gens, en plus, sur l'aspect sécurité de ces dispositifs. Parce que on peut trouver des vulnérabilités qui sont exploitables par des organisations ou des personnes malveillantes qui vont exploiter donc des vulnérabilités au niveau logiciel. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on va retrouver de manière classique et ce qu'on connaît depuis un petit bout de temps dans les systèmes d'information et les formations qui traitent plutôt ce genre de modèle de menace. Mais il faut savoir qu'il y a aussi le matériel qui permet d'exécuter ce logiciel, et on peut se poser la question, mais est-il sécurisé? Et donc ces deux attaques
et ces deux vulnérabilités avec Spectre et Meldon nous ont montré très récemment, ou en tout cas nous ont rappelé, et ont rappelé au grand public, que les processeurs, Intel, Apple, etc., qu'on retrouve dans pas mal de dispositifs, peuvent être affectés par des vulnérabilités qui vont pas être dites logicielles, mais plutôt dites matérielles ici, et qui vont permettre à un attaquant d'exploiter et d'avoir un impact de sécurité relativement fort sur le dispositif. Donc nous, dans notre master, ce qui nous intéresse, c'est former les étudiants et on se focalise surtout sur l'aspect conception des systèmes embarqués et en plus, on rajoute la composante sécurité pour sécuriser un dispositif, le durcir pour répondre à un modèle de menace qui peut varier. Et donc pour ça, on se focalise sur la conception matérielle, les systèmes d'exploitation, la partie aussi communication et le logiciel embarqué bas niveau qui permet de réaliser les applications, que ça soit dans la santé, que ça soit sur un drone, etc. Et donc tout ça, ça se traduit en unités d'enseignement au niveau du master. Et évidemment, il faut d'abord connaître les bases pour pouvoir ensuite penser la sécurité. Et donc, comme un cursus normal, les étudiants voient tout ce qui a trait à l'informatique, ils apprennent à comprendre ce qui est un système d'exploitation, les langages de programmation pour les programmer, et ils voient tout ce qui est aspect algorithmique. Dans notre master, ce qui fait aussi notre particularité, c'est les conceptions d'architecture matérielle. Donc les étudiants apprennent à appréhender le fonctionnement d'un microprocesseur, de ce qu'on appelle de manière un peu plus les systèmes sur puce. Ils voient aussi la description matérielle pour pouvoir décrire, par exemple, un microprocesseur ou les tester sur des cartes FPGA. En termes de sécurité, on va avoir des modules où les étudiants vont avoir une première introduction à la cryptographie. Ils apprennent aussi ce qu'est un modèle de menace, voir les différents types de vulnérabilités pour comprendre quelles sont les attaques, pour ensuite venir mettre face à ces attaques des contre-mesures et des moyens de défense pour renforcer la sécurité d'un système embarqué. Nous voyons aussi l'aspect traitement du signal et surtout réseau informatique sans fil pour pouvoir aborder aussi la partie communication de ces systèmes embarqués. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre formation, il y a une très grande partie qui est faite sur le mode projet. Donc les étudiants en Master 1 vont faire en projet quasi 3 mois à temps plein sur un projet où ils doivent sécuriser quelque chose, où ils sont accompagnés et encadrés. Puis il y a aussi des stages en fin de 4e année. En 5e année, donc la dernière année de master, vous avez encore du projet, quasi 2 mois à temps plein, en plus des cours, qui vous permettent aussi de faire un projet un peu plus conséquent, et vous avez une période de stage de 6 mois à la fin. Au sein du master, donc on a tout un tas de plateformes, puisqu'on n'est pas simplement à faire du logiciel, on a besoin de matériel et on est relativement bien équipé. On a des oscilloscopes qui nous permettent de faire des analyses pour voir les attaques possibles, pour comprendre ensuite les contre-mesures qu'il faudrait mettre en face. Et on a aussi des plateformes comme sur la droite, où vous avez une reproduction du circuit électrique et d'une voiture, sur lesquels les étudiants peuvent s'exercer pour voir comment cela fonctionne, éventuellement faire des attaques pour en comprendre tout le périmètre et toute la surface d'attaque d'un tel système, dans l'automobile notamment. Donc adossé à la formation, on a un laboratoire de recherche, donc on peut amener les gens du master à faire un doctorat, par exemple. Et le laboratoire de recherche dans lequel la majorité des enseignants font leurs recherches ou sont affiliés, c'est le LabStick, dans lequel il y a des gens qui travaillent aussi en termes de recherche sur le domaine, très proche du master. Donc je vous remercie de votre attention, et puis je reste disponible pour répondre à vos questions dans le chat.
Alors d'accord. Alors pour répondre à la question, quel poste peut-on exercer après l'obtention du master ISC? Donc c'est des postes de niveau ingénieur, donc niveau bac plus 5, que ça soit en développement et un poste plutôt technique, puisque nous, nos étudiants font quand même beaucoup de pratiques, donc en termes de technique, ils sont relativement bien pourvus. Mais ça peut être aussi des niveaux à plus haute responsabilité lorsque l'expérience sera faite pour gérer des équipes, etc. Donc le niveau, c'est bac plus 5, donc niveau ingénieur. Je ne sais pas si ça répond à la question d'une personne. Sinon, j'ai une autre question. Est-ce qu'il faut avoir fait des études spécifiques avant ce master? Alors, il faut déjà avoir le diplôme bac plus 3 au niveau, donc, niveau licence, troisième année, pour pouvoir rentrer. Et après, les gens qui rentrent chez nous, on accepte deux types de profils, soit des gens qui ont fait des études plutôt orientées informatique, et à ce moment-là, ils devront rattraper un petit peu les modules qu'ils n'ont pas vus sur les architectures matérielles, l'électronique numérique, etc. Ou sinon, on accepte les gens évidemment provenant de notre licence, qui sont formés sur l'informatique et l'électronique. Des gens qui auraient fait une licence de type EEA vont être également des candidats sur lesquels on va regarder le dossier. Mais donc généralement, eux, c'est à l'inverse, ils auront à travailler peut-être plus les modules informatiques que l'aspect électronique. Donc, quel cursus préconisez-vous avant de venir au master? En fait, on accepte vraiment des profils éclectiques. Évidemment, si vous avez fait la licence, nous, la licence, elle prépare à notre master. Donc, tous les modules sont construits, il y a une suite logique. Mais évidemment, on accepte les personnes venant d'autres formations qui désirent faire de la cybersécurité et qui n'est pas forcément fait ailleurs. Et donc, on accepte des profils informatiques comme des profils plutôt électroniques. Voilà, ça va dépendre de la qualité du dossier, etc. Et on prend aussi beaucoup de gens en reprise d'études aussi, ça se fait beaucoup. Donc pour ceux qui ont posé des questions, n'hésitez pas, je suis ici disponible sur le stand, où le chat est ouvert et je pourrais répondre à vos questions via le chat ou via une discussion via le système de conférence, de visioconférence. Alors, question de... c'est vrai qu'il y a plus d'hommes que de femmes en cybersécurité. Oui, il se trouve que c'est comme ça. Pourquoi? J'en sais rien. Je pense que on y travaille en fait pour qu'il y ait plus de femmes attirées par ce type de discipline. Voilà. L'explication, c'est qu'il y a peut-être une désaffection de ce type de matière scientifique par les femmes actuellement. Mais c'est quelque chose que je pense, une volonté qu'on essaie de travailler un peu en amont sur ce domaine-là. Après, l'expliquer exactement, c'est un petit peu difficile. Alors, dans quelle région recrute-t-on le plus? Alors, c'est une bonne question. Nous, en Bretagne, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle un pôle d'excellence. Et ce pôle d'excellence, c'est un pôle d'excellence en cybersécurité. Donc, forcément, il y a beaucoup d'entreprises, de start-up, voire d'organismes de l'État qui vont être dans la région Bretagne. Et donc, il y aura des emplois forcément à ce niveau-là. Mais par contre, comme j'ai essayé de vous le dire à travers cette présentation, la sécurité, c'est aussi quelque chose qui doit se penser dès la conception d'un produit. Et au final, n'importe quelle entreprise devra probablement le prendre en compte dans son processus de développement. Et donc, n'importe quelle entreprise, peu importe où elle se trouve sur le territoire, va devoir recruter des profils qu'on essaye de former, nous, dans notre master.
Mais il est vrai que si vous voulez bosser spécifiquement sur la cybersécurité, par exemple, il y a Naval Group à Toulon, il y a Thales à Cholet, il y a à Toulouse, il y a aussi des choses, à Montpellier, à Grenoble, à Paris, dans la région parisienne, à Lille et en Bretagne, il y a un pôle d'excellence cybersécurité. Donc, je dirais un petit peu partout finalement. Alors, vous pourriez expliquer alors comment intégrer votre école. Je vous invite à aller lire la plaquette sur le stand qu'on tient afin de regarder les modalités de recrutement. Et il y a un espace de candidature et vous déposez votre dossier et voilà. Après, votre dossier est étudié et il y a une sélection qui est faite. Alors, vous pourriez expliquer en quoi consistent les systèmes embarqués. Alors, je pense qu'on voit encore les slides. Un système embarqué, pour nous, c'est un petit système qui peut être électronique, soit une puce comme une carte Arduino ici, dans lequel on a du logiciel et du matériel, et il va remplir une fonctionnalité. Donc, par exemple, ça peut être votre station météo qui envoie les données de température et d'humidité. On va considérer que c'est un système embarqué. Si je reviens sur des exemples de systèmes embarqués ici, c'est peut-être un petit peu plus parlant. Une brosse à dents électronique qui serait connectée en Bluetooth, dedans, vous avez un peu d'électronique et aussi du logiciel. Pour nous, c'est un système embarqué. Dans l'automobile, vous avez énormément de systèmes embarqués. Un drone, c'est un système embarqué pour nous. En opposition à, si vous voulez, une station de travail ou un ordinateur portable. Alors, mais il faut passer... Alors, j'ai une question. Il faut passer un entretien pour entrer dans votre master. Ça peut arriver, mais la majorité de l'entrée dans le master se fait par sélection du dossier. On arrive à faire notre sélection de cette manière-là, et si le besoin se fait parce qu'on a envie d'en savoir plus, notamment à travers la motivation ou d'autres aspects du dossier, par exemple une explication sur un parcours chaotique, tout ça, ça se justifie et ça s'explique, il n'y a pas de souci par rapport à ça, et on peut engager une demande d'entretien, et à ce moment-là, le jury opérera sa décision sur la sélection ou pas du candidat. Alors j'ai une question. Vous, quelle est votre fonction et quel est votre cursus d'études? Alors moi, je suis enseignant-chercheur, donc la moitié de mon temps, je fais de l'enseignement dans ce master, et l'autre moitié de mon temps, je suis chercheur en cybersécurité des systèmes embarqués. Et mon niveau d'études, j'ai un doctorat du coup, donc bac plus 8, et après, moi, j'ai pu avoir un poste de maître de conférence. Et donc ma fonction au sein du master, je suis le directeur d'études et c'est moi qui organise ce parcours et qui met en relation les personnes, qui traite les candidatures, etc. Des stages sont-ils prévus dans ce master? Oui. J'ai oublié de dire, effectivement, c'est une bonne remarque de la personne. L'alternance est aussi possible pour ce master. Je ne l'ai peut-être pas dit clairement. Donc, on est ouvert en hybride, c'est-à-dire que vous avez la formation initiale et vous avez aussi la formation en alternance. Donc, vous pouvez avoir deux types d'étudiants qui rentrent chez nous. Des étudiants qui ont trouvé une entreprise et qui vont un mois sur deux aller dans l'entreprise. Donc, en septembre, ils voient les cours. En octobre, ils vont en entreprise et ainsi de suite. Les autres étudiants qui n'ont pas d'alternance et qui n'ont pas d'entreprise sont sur un cursus normal. Et pendant le mois où il n'y a pas de cours, en fait, ils réalisent leur projet. Donc, ils ont un mois à temps plein pour réaliser un projet qu'on leur donne, que eux trouvent ou qu'une entreprise pourrait proposer pour réaliser quelque chose. Et donc, il y a des stages. Il y a un stage au niveau de la 4e année et un stage au niveau de la 5e année. Au niveau de la 4e année, c'est 2 à 3 mois, mais ça peut être plus. Et au niveau de la 5e année, c'est 6 mois maximum. Et ça peut être un petit peu moins, ça peut être 4 mois et demi, 5 mois.
Alors, j'ai une question, je ne l'avais pas vue. Combien recrutez-vous d'étudiants par an? Et c'est une bonne question. On recrute 16 étudiants maximum par promotion. Donc, arrivé en M1, il y a 16 étudiants maximum. Et en M2, normalement, ils poursuivent. Il y en a 16 maximum. Donc, on a des promos de 32 au total qu'on essaye de former. Et, et voilà. Et on essaye de faire 8 alternants max et 8 étudiants en formation initiale. Donc 16 étudiants, ça peut paraître pas beaucoup, mais ça nous permet d'avoir un étudiant par poste. Il n'y a pas de binôme. Tout le monde a son propre ordinateur. Tout le monde a sa propre carte. On prête des cartes Raspberry Pi pour s'entraîner. Voilà. Donc ça permet d'individualiser un petit peu les échanges plutôt que d'avoir des binômes ou des promotions plus grandes. Aidez-vous les étudiants à trouver leur entreprise d'accueil. On peut, puisqu'on se constitue petit à petit un réseau. Les entreprises nous font aussi confiance par rapport à ça. Mais la majorité de la démarche, c'est quand même l'étudiant doit être proactif dans sa recherche. Évidemment, on va l'accompagner sur l'aspect administratif. On peut lui conseiller des entreprises, parce que ça, c'est pas forcément facile à identifier. Mais après, c'est à l'étudiant d'aller de l'avant et c'est une première démarche de l'insertion professionnelle, finalement, un premier exercice qui n'est pas forcément simple de trouver une entreprise. Mais sachez que en tout cas, notre secteur a le vent en poupe en ce moment et qu'il y a une très forte demande. Vous pouvez nous parler de l'insertion professionnelle de vos diplômés, secteur, fonction, salaire, délai pour trouver un emploi. Délai pour en trouver un emploi, j'ai presque envie de vous dire dès leur stage. Actuellement, les entreprises viennent plutôt nous démarcher pour demander si on n'a pas des étudiants voilà, directement. Il y a une très très forte demande sur les profils de notre master. C'est des profils très rares. Savoir faire un système embarqué et en plus connaître la sécurité de ce système, c'est quelque chose de très recherché actuellement. Et il y a un peu une pénurie de ce que je comprends, il y a une pénurie et les candidats sont plutôt en force pour changer parce que ça leur plaît pas ou voilà. Donc nous, tous les étudiants trouvent une entreprise tout de suite à la sortie. Donc les types de secteurs, ça peut être tous les secteurs que vous voyez à l'écran. Des gens qui vont faire des drones, des gens qui vont travailler plutôt dans le domaine médical, au niveau de l'armement chez Thales, Naval Group, ce genre de choses. Voilà, ça peut être à peu près tout finalement. C'est tous les secteurs. Si on peut faire travailler dans le médical parce que ça nous plaît, eh bien, il y a des entreprises qui y travaillent et qui font des systèmes embarqués et qui ont besoin de, de faire de la sécurité à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, de prendre en compte ce domaine-là. Les fonctions, c'est plutôt niveau ingénieur. Donc, donc, il peut avoir un aspect développement technique, mais il peut avoir un aspect supervision si c'est quelque chose que l'étudiant préfère par la suite pour manager une équipe. Voilà. En termes de salaire, je dirais, voilà, les salaires sont à la hausse, ils sont assez élevés. C'est un petit peu difficile de dire comme ça. Il me semble qu'il y a des études sur le type de salaire. Je dirais à plus de entre 2000 et 2400 net par mois pour un étudiant débutant en province. Donc trouver un emploi, c'est vraiment pas, enfin en tout cas actuellement c'est relativement facile. Et dans plein de régions différentes, je pense.
Alors, quel type d'étudiants, alors, pardon, quel type d'entreprise recrute vos étudiants? Bah, toutes les types d'entreprises, vous allez avoir les grands groupes, voilà, par exemple les Orange, qui a une division cybersécurité, Thales, Naval Group, Airbus, qui a Airbus Sécurité Défense. Vous pouvez avoir aussi les services de l'État, qui peuvent recruter des étudiants chez nous. Il y a des gens aussi qui peuvent faire une carrière militaire. On a des partenariats. Voilà, vous pouvez avoir aussi des toutes petites startups qui lancent des produits par exemple dans le médical et qui ont besoin de compétences en système embarqué mais aussi en sécurité. Donc ça peut aller de la petite startup qui lance un produit dans le domaine jusqu'à la plus grande entreprise plutôt établie et connue depuis longtemps, quoi. Et après, il y a aussi les sociétés de services qui peuvent aussi recruter nos étudiants et qui, elles, vont, comme en intérim, vont placer sur des missions demandées par d'autres entreprises leurs, leurs collaborateurs. Quelles sont les qualités nécessaires pour travailler dans ce secteur selon vous? Alors, bah, c'est comme dans tout domaine de sciences et techniques, moi je dirais qu'il faut savoir apprendre et être curieux. Euh, voilà. On apprend aux gens à apprendre et c'est un domaine comment dire, qui se renouvelle relativement vite. Bon, les bases restent toujours les mêmes, mais les process, les langages changent somme toute un petit peu quand même. Donc il faut savoir s'adapter. En termes de sécurité, il faut aussi faire de la veille, savoir s'adapter et comprendre les nouvelles attaques qui ont été trouvées pour proposer les meilleures contre-mesures face à elles. Donc voilà, je dirais savoir apprendre et être curieux et puis bah, au niveau master, essayer de se faire plaisir aussi dans ce domaine-là et ça devrait bien se passer. Tac, tac. Ok, donc je pense que ça va bientôt se clôturer. Effectivement, je reste disponible jusqu'à 20h si vous avez des questions.